Peut-être la question en fait qui me vient le plus naturellement, c'est peut-être de continuer cette discussion autour des affects. C'est quelque chose à laquelle a pointé Norman tout à l'heure, justement, et qui était que moi j'ai trouvé très intéressant dans le livre. Technofascisme, qui se présente comme cette série justement de portraits de ces princes, enfin Peter Thiel entre autres, du technofascisme, mais aussi en fait une certaine cartographie ou constellation de certaines idéologies d'extrême droite qui vont de l'extrême droite issue de la Silicon Valley à la nouvelle droite. Enfin, il y a tout un travail en fait de mise en relation de ces différentes idéologies et de la circulation de ces questions. Et une des choses en fait qui est intéressante, qui constitue peut-être une première différence du technofascisme avec les fascismes, on va dire plus classiques du XXe, sous cette forme État et parti, c'est que ça ne mobilise pas le même rapport justement avec le futur. Et même, ça ne mobilise pas le même rapport avec l'optimisme et avec le pessimisme. Justement, ce qui se joue en partie, et j'aimerais bien que vous puissiez revenir là-dessus, c'est quel rapport se joue avec cette question de l'optimisme dans les idéologies du technofascisme, et en quoi est-ce qu'elles informent en fait un autre rapport au désir qui n'est pas le même que le fascisme, on va dire, classique du XXe siècle. Disons qu'il y a une dimension qui est assez, commune entre le vieux fascisme et le technofascisme, c'est l'adoption d'une forme de futurisme. Le futurisme, on le sait, dans l'avant-garde fondée notamment par Marinetti, qui était membre du parti fasciste de longue date, etc., et qui, déjà à l'intérieur même de la logique propre de son mouvement, alliait une sorte de fascination pour le développement de la technologie moderne, etc., et un désir de restauration de l'Empire romain. Donc cette dimension archéofuturiste, d'alliance de l'arché, le commencement et le commandement, le très ancien qui impose encore aujourd'hui sa volonté et ses règles, et en même temps la fascination pour l'avenir. Ça, c'est une sorte de dimension transversale, je pense, à toute forme de fascisme. Il y a toujours une tentative d'allier, ce qui fait la différence entre un fascisme, au moins du point de vue esthétique, disons, une différence entre un fascisme et un conservatisme ou un simple ultra-conservatisme, où il n'y a pas cette fascination pour le technologiquement avancé, le futur, etc. Donc, voilà, ça, les règles du passé ou une certaine esthétique du passé et les moyens de l'avenir. C'est un petit peu ça le truc. Mais la différence, c'est que le technofascisme se débarrasse un petit peu de la dimension mélancolique qu'on peut dire qu'il y avait dans le fascisme classique, quoi. Ce sentiment de la perte est immédiatement résorbé par un affect conquérant, et un affect qui peut se permettre d'être conquérant d'autant plus facilement qu'il y a une conscience qui était un petit peu plus honteuse dans les anciens fascistes, que c'est un discours, une vision de l'avenir qui est réservé vraiment à une très petite élite. Et que le peuple lui-même n'est pas censé rentrer dans ce projet d'avenir-là. Il ne lui est pas destiné. Oui, non, mais pour aller dans ce sens-là, je pense qu'une des grandes différences frappantes, c'est que les fascismes classiques, l'élite guide une masse, tout de même, et qui peut être un État-nation, une race, etc. Mais c'est un groupe d'individus. Là, le techno ou le vectofascisme, tel qu'il prend forme en Californie, il y a d'autres formes aujourd'hui de ce technofascisme, eh bien, il ne se destine qu'à une petite minorité de propriétaires d'entreprises, une toute petite minorité économique qui n'a plus de rapport à l'État-nation, qui n'a plus le même rapport au groupe finalement. Et donc, il faudrait presque imaginer un fascisme sans groupe, au sens strict du terme. C'est assez étrange. Alors bien sûr, ils utilisent les affects, les anciens affects des groupes, mais pour sauver, ils disent sans gêne, on va être 10 à partir sur Mars, quoi. Voilà, on va être 10, c'est pas plus, quoi. On va pas amener tout le monde.
Et en plus, on a été préparé par les films de science-fiction à cette fuite hors de la Terre avec un très petit nombre qui serait porteur du restant de l'humanité pour des raisons qui sont très hétérogènes au fascisme classique, quoi. Effectivement, il n'y a pas ce besoin en fait, de créer de l'adhésion à des idées plus dures qui doivent être incarnées par un peuple ou des groupes assez larges ou une masse pour pouvoir avoir une effectivité politique. En fait, ça viendrait presque s'émanciper en fait, de ce rapport avec le peuple. Et en même temps, ce technofascisme-là produit en fait, ses propres affects. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus neutre. Il produit quelque chose, que ce soit par le type justement de plateforme dans laquelle il nous prend, dans laquelle on est pris, mais aussi en fait par le type, on va être presque d'aliénation en fait cognitive que certaines de ces pratiques génèrent. Ouais. Le regret, disons que c'est un. Je dis dans le livre que c'est un fascisme qui se débarrasse enfin de l'espèce de contradiction qu'il y avait dans le fascisme, du fait qu'il avait besoin d'un certain populisme, quoi. C'est exactement ça. Mais il y a quand même ce que le regretté Bernard Stiegler appelait un populisme industriel, quoi. Ce populisme industriel-là, c'est en partie ce qui produit un certain nombre d'affects, existe malgré tout, il y en a besoin. Il y en a besoin pour les marchés, il y en a besoin parce qu'on fabrique des produits, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du paratexte de l'intelligence artificielle, tous les récits mythologiques autour de l'intelligence artificielle qui visent à ce que, tout simplement, les gouvernements les achètent ou nous, on utilise ChatGPT, le fait que ce qu'on appelle AI sycophancy, le fait que l'IA soit sycophante, c'est-à-dire qu'elle commence chaque réponse par « Oh, c'est une observation extrêmement intelligente que tu viens de faire, laisse-moi élaborer là-dessus », alors qu'on a dit quelque chose d'absolument débile, bien entendu, mais voilà, c'est la sycophancie, en plus c'est un terme d'Aristote, je crois, c'est voilà, le fait d'être un flatteur ou d'être un délateur, voilà, c'est les deux à la fois, ça c'est intéressant aussi. Et ça, ce sont, pour les besoins, disons, de modèles industriels, des affects qui doivent être produits, mais au même titre que toutes les études, voilà, il faudrait peut-être revenir à toutes les études sur la société de consommation, voilà, au même titre que la société de consommation, selon Baudrillard ou avant selon Debord, avait produit un certain nombre d'affects de ce genre, et je pense qu'il y a une tentative, en partie avec l'intelligence artificielle, tenter de prévenir une crise de surproduction avec cette nouvelle forme de marketing qui ne va pas sans transformer notre affectivité. Mais comme je disais, il y a beaucoup de résistance parce que pour beaucoup d'entre nous, pour la large majorité des consommateurs, je parle vraiment là, une résistance des consommateurs en tant que consommateurs, c'est quelque chose de même presque d'infrapolitique, quoi. Les consommateurs n'aiment pas ça, tout simplement. Il faut presque leur mettre la cuillère dans la bouche. Et donc il y a cette ambivalence qui existe, quoi. Peut-être concernant les affects, il ne faut pas seulement voir les affects comme des contenus narratifs. C'est aussi une puissance abstraite et impersonnelle. Et la puissance de ces dispositifs-là, qui ne sont pas nécessairement orientés par nature vers le fascisme, pour moi, ça c'est un point très important, c'est souvent on mélange l'intelligence artificielle avec les plateformes américaines. Il y a d'autres stratégies, il y a des pays qui développent d'autres stratégies avec d'autres résultats. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a une ressemblance structurelle profonde entre ce que j'ai appelé l'espace latent, donc qui est cet espace vectoriel très abstrait, mais qui est un fichier physique finalement, qui fait que quand vous générez des images ou des textes dans ChatGPT, il n'y a pas de texte dans ChatGPT. Ce n'est pas des textes, c'est des flèches. C'est plein de flèches, totalement abstraites, qui poussent la convertibilité des objets et des médias à un niveau qu'on n'avait pas vu et qui est très différent de la numérisation. Très, très, très différent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une analogie entre la manière dont les affects se déplacent sans objet d'un élément à un autre et la structure de l'espace latent et le caractère équivalent de l'espace latent. Et c'est pour ça que ça mobilise les affects et l'ambivalence des affects, c'est-à-dire d'adhésion, de refus, de manière très forte. Par ailleurs, sur le refus et le dégoût, ça fait partie du paratexte. C'est-à-dire que dans les différents comités d'éthique qui veulent réguler l'IA, c'est les entreprises de l'IA par exemple, Kate Crawford, elle est financée par Microsoft. Donc, le fait de créer un discours ambivalent, il ne faut pas se tromper, le fait de créer un discours ambivalent,
ça nourrit le fait de la centralité de l'intelligence artificielle dans notre époque. Que vous soyez pour ou contre, finalement, vous y êtes, quoi. Vous êtes coincé là-dedans. Donc, peut-être qu'il y a d'autres manières de procéder. Et justement, pour rejoindre un peu ça, sur la question justement du contenu et de la forme, c'est-à-dire est-ce que ce sont ces plateformes ou est-ce que c'est cette manière d'avoir conçu certaines intelligences artificielles qui seraient intrinsèquement, on va dire, productrices d'affects fascisants ou d'une infrastructure et de forme en fait, d'organisation fasciste. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette notion d'archéofuturisme que tu as repris, Grégory, parce que ce qui est intéressant avec donc, l'archéofuturisme, et là je crois que je cite le livre, c'est que c'est une identité radicale du contenu et un renouvellement explosif des formes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité en fait, idéologique qu'on peut retracer en fait, avec ces quelques personnages principaux de la Silicon Valley qui ont à moitié tous grandi dans l'Afrique du Sud ségrégée et qui ensuite en fait, viennent réinjecter cette idéologie en fait, de la suprématie blanche dans des formes renouvelées. Mais ça, c'est peut-être aussi une question à laquelle tu as commencé à répondre, Grégory. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ces infrastructures, en fait, dans la fabrique même de ces technologies, qui vient radicaliser en fait, ça? C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aurait pas de contenu nouveau d'un fascisme qui s'appuie sur la longue histoire de la suprématie blanche, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ces plateformes qui vient le radicaliser ou qui peut-être produit quand même une forme de variation ou une forme ou une étape. Très rapidement, d'abord, effectivement, il est bon de souligner l'étrange retour de l'apartheid africain du Sud dans toutes ces questions-là, quoi, entre Peter Thiel et Elon Musk. On ne croyait pas en avoir fini, mais quoi, de ce truc-là géographiquement. Et c'est un retour étonnant. Donc, c'est vraiment le truc de Marx dans Brumer, c'est vraiment les deux moments de l'histoire. Et après, alors moi je ferai attention, il y a des plateformes, c'est ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement, c'est la correspondance entre une intelligence artificielle et ce qu'attendent comme résultat les concepteurs. Quand Elon Musk développe Grok, il achète un espace latent pour des raisons totalement politiques. Et il implique dans cet espace latent un alignement qui produit certains contenus. Bon. Mais ce n'est pas inhérent d'abord à tous les espaces latents et à toutes les intelligences artificielles. Ça, je voudrais vraiment le répéter parce qu'on a tendance à essentialiser ça et je pense que c'est une erreur. Et la deuxième chose, c'est que ça, effectivement, ça intensifie parce qu'il y a, et là, il faudrait parler de l'économie du même, etc. On est encore à une autre étape du même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hyperproduction qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'encore auparavant, nous produisons plus de choses que nous sommes capables de percevoir. Et cet excès de la production médiatique qui fait qu'il y a toujours plus que ce que nous pouvons voir, fait qu'effectivement, ça libère des affects dont les puissances sont difficilement mesurables. Là aussi, par exemple, on l'a vu avec Claude qui s'est un peu opposé ponctuellement aux États-Unis, au ministère de la Défense, qui n'a pas voulu jouer le jeu. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choix d'alignement qui sont différents et qui sont vraiment, alors pour le coup, des choix très tranchés. Juste un dernier exemple. Réaligner, par exemple, il y a toujours cette idée que quand on demande une réunion de médecins en images, on a toujours des hommes blancs, cisgenres, cinquantenaires, etc. Réaligner ça dans une intelligence artificielle, ça prend 10 secondes. Réaligner ça dans la réalité, ça prend 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour former des médecins. Donc, les logiques de réalignement sont vraiment des logiques volontaires, mais ce n'est pas inhérent à la technologie en tant que telle, ça dépend de l'alignement. Oui, c'est drôle le concept d'alignement, ça me fait toujours penser à Donjons et Dragons, quoi, et les jeux de rôle. Je pense que Palantir, c'est vraiment loyal mauvais, quoi. Ça a toujours été l'alignement que je déteste le plus, évidemment. Et Claude, je pense que c'est probablement neutre strict. Bref. Ouais, blague de geek. Non, pour revenir sur cette question de l'archéofuturisme, le rapport entre le contenu et la forme, bon, parce que ouais, c'est un petit peu abstrait dit de la sorte, mais c'est, disons, presque une manière de concevoir l'anthropologie d'une certaine façon. C'est une vision de l'anthropologie qui conduit à une vision de l'histoire. Par exemple, c'est
mon point de départ dans le livre pour parler de ça, entre autres, c'est une interview de Peter Thiel qui est assez connue, où, voilà, comme Grégory en a parlé, ils ont un intérêt un petit peu bizarre pour les personnes trans, où il dit, bon, vous me parlez des trans, les trans c'est bien beau, mais bon, changer ses organes génitaux, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Ce qui compte, c'est de changer son cœur, de changer son cerveau, de changer son âme, de changer absolument tout pour pouvoir vivre extrêmement longtemps. Voilà, ça c'est des vrais trans, quoi. C'est des trans qui ont un petit peu plus d'ambition, voilà, selon lui. Je confirme, effectivement. Mais en conclusion de cela, il dit, ça c'est vraiment être chrétien, ça c'est mon catholicisme à moi. Oh, ouais, on n'a pas lu le même évangile, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas exactement comme ça que je voyais comment dire, les épîtres de Paul. Pour moi, c'était pas bon. Bref, qui suis-je pour lui, il discute avec le pape, pas moi. Mais il y a une espèce de rapport là entre cette idée d'absolument tout changer, mais de garder un fond substantiel qui pour lui est un fond substantiel judéo-chrétien. L'autre exemple, en plus, j'en parle dans le livre et ça s'est passé exactement la semaine dernière, les Enhanced Games, cette espèce de parodie de Jeux Olympiques, mais où tout le monde est full dopé. Ils étaient tous excessivement dopés, mais ils n'ont pas trop explosé les records du monde. Voilà, Usain Bolt est encore à 4 dixièmes de leur meilleure performance, alors c'est franchement pas brillant. On peut penser, peut-être que les vrais étaient déjà dopés, mais bon, si tu peux te doper vraiment au max, tu devrais au moins pouvoir, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était pas formidable, mais même si tout le monde était dopé avec des hormones dans tous les sens, etc., ils ont quand même fait des catégories mâles et femelles, basé sur sur des tests chromosomiques, parce que malgré tout, vous pouvez vous booster avec des hormones comme pas permis. Il faut quand même que cette différenciation du mâle et de la femelle demeure comme quelque chose de tout à fait fondamental. Et ça, c'est très étrange, quoi. C'est-à-dire on peut tout transformer, mais il faut conserver une espèce de substrat transhistorique, que ce soit la civilisation blanche judéo-chrétienne, que ce soit la différence, la binarité du genre. Cela doit demeurer comme une sorte de constante civilisationnelle, mais tout le reste peut et doit changer de manière tout à fait spectaculaire, quoi. Ce qui est étonnant par rapport à ça, c'est que finalement, ils utilisent la fluidité du vectoriel, c'est-à-dire le fait d'accélérer les choses, etc. Mais toujours pour en revenir à des identités extrêmement stables, finalement, et des divisions extrêmement stables. Donc peut-être que l'une des réponses, c'est d'aller plus loin qu'eux, d'une certaine façon. C'est-à-dire de prendre peut-être plus au sérieux la transformation vectorielle qu'eux, parce qu'eux, ils l'utilisent dans des objectifs qui sont déjà définis, alors que nous, on pourrait les utiliser pour des objectifs qui ne sont pas définis à l'avance. C'est-à-dire sans qu'on sache où ça va nous mener. Eux, ils savent déjà où ils veulent aller. Et effectivement, cet aspect processuel, ça me fait penser à l'une aussi des idées, je ne sais pas si on va pouvoir revenir dessus, mais que vous développez, Norman, dans le livre, qui hérite directement d'une des figures justement de cette tradition radicale noire, Sylvia Wynter, je crois, qui n'est pas traduite en français, mais qui est vraiment une philosophe, une penseuse assez passionnante. Et justement, elle vient s'appuyer en fait sur une critique justement des Lumières et de l'homme, avec un grand H, pour en fait produire autre chose, pour proposer autre chose qui serait justement plus dans la transformation ou dans le processus. Oui, c'est exactement ça. Disons que c'est une sorte de voie de sortie, parce qu'il y a une espèce de tentation qui est, à mon avis, très forte, aussi bien chez tous les philosophes qui critiquent l'intelligence artificielle au nom des Lumières, etc., du fait que ça nous abétit, du fait que... Bon, bref, vous connaissez le type de discours, quoi. C'est le discours de prof de philo de terminale, quoi, qui nous est toujours servi là-dessus. C'est une sorte... Selon moi, je le dis en 2 secondes, et en plus, on me l'a déjà dit, quoi. C'est une sorte d'extension d'un réflexe du prof qui est face à une copie
dont il sent qu'elle est faite par l'intelligence artificielle et ça lui déplaît. Et il se rend compte de ce que c'est, et donc il y a une espèce d'extension de cette expérience de déplaisir, du fait qu'on a tenté de tromper l'institution, et on se dit, mais c'est pas possible, unfair, c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pouvoir rattacher un discours à celui qui l'a produit de manière extrêmement juste, extrêmement claire. Un discours égale un type, un individu. On ne peut pas se faire aider par des espèces de machines comme ça ne va pas. Tout ça, trompe le dispositif de l'évaluation. On ne se rend pas compte qu'en réalité, le problème, c'est peut-être que et les gens utilisent tout le temps l'intelligence artificielle pour réaliser des tâches qu'en réalité, dans un monde idéal, ils ne devraient pas produire. C'est-à-dire faire un tas de rapports complètement débiles, des lettres de motivation pour des jobs dont ils n'ont rien à foutre. On utilise essentiellement l'intelligence artificielle générative pour produire des textes qui, dans un monde idéal, n'existeraient pas. Ou qui seraient lus par d'autres intelligences artificielles. Voilà, exactement. Voilà. Elles devraient discuter entre elles de ce genre de choses. Mais voilà, quand vous avez envie d'écrire quelque chose qui vous tient à cœur, vous n'allez pas utiliser l'intelligence artificielle, évidemment que non. Ça prouve que ça vous tient pas à cœur, ou en tout cas que ça tient à cœur davantage en termes de performance qu'en termes de passage d'une sorte d'expérience. Bref. Ce que je veux dire par là, en plus, ça me stresse de voir le chiffre. En plus, c'est rouge, là. Il y a une espèce de countdown qui est tout rouge, là, devant moi. Non, j'arrête de parler. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible, Horresco Reference. Là, ça va exploser. L'hélicoptère arrive, mais de l'autre côté. Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'est Samus à la fin de comment ça s'appelle, Super Metroid. Là, ça a explosé. Je me casse. Peut-être que justement, vu que ça clignote rouge, effectivement, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions du public. Si vous en avez. J'ai vu une question, pardon. C'est vrai que c'est un dispositif fasciste. Non, mais non, ça marche, hein, mais. Bonjour. C'est bien, il faut parfois. Merci beaucoup pour vos deux conférences et votre discussion. J'avais une question. Qui sera peut-être assez mal formulée, mais je me demande à quel point il y a plutôt qu'une logique de venir chercher les affects chez les gens, c'est de venir chercher une addiction chez les gens, de venir en tout cas nous habituer à une forme d'addiction à ces outils-là, plutôt qu'à vraiment venir chercher nos affects et notre plaisir. De manière très rapide, ça c'est l'économie de l'attention qu'on a vécu avec le Web 2.0 pendant 20 ans. Donc le terrain a été bien préparé. Mais malgré tout, cette addiction, elle fonctionne avec des affects. Elle fonctionne avec des affects. Et ces affects sont, dans ce contexte-là, ils deviennent assez particuliers. On voit bien qu'il y a une transformation de ce qu'on ressent dans le registre des images et ainsi de suite. Et quand on lit des textes, par exemple, on a un nouvel affect, c'est la méfiance, l'ère du soupçon généralisé, quoi. Qui a écrit ça? Donc ça crée une espèce de tension. Donc moi, je ne verrais pas d'opposition entre l'addiction et les affects. Je crois qu'effectivement, il y a un design qui passe par la production d'une telle satisfaction qu'elle peut ou elle doit peut-être s'effondrer en addiction. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de la psychophrancie, c'est ça le but. De créer cette espèce de hook dans lequel on est amené à formuler toujours plus de requêtes parce que l'intelligence artificielle, voilà, ChatGPT, c'est le plus gros coupable dans ce cadre-là, parce qu'elle ne contredit jamais celui qui la questionne. Et ça a été questionné au moment... Enfin, le premier point où ça a été questionné, c'est à cause de les quelques cas, en tout cas, qui sont douteux, mais en tout cas qui ont été recensés, de psychose produite par l'IA et par l'usage de l'IA
Et la sycophantie, en tout cas selon Entropic, cette sycophantie, c'est-à-dire cette flatterie produite par l'intelligence artificielle, a été mise au banc des accusés à cet égard-là. C'est-à-dire que le fait que chaque biais qu'on peut avoir est flatté peut mener, dans des cas extrêmes, à accélérer une décompensation. Mais maintenant, il y a des skills qui permettent d'avoir une IA extrêmement critique, qui ne vous croit pas, etc. Tout ça est micro-ciblé. Il y a les gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et nous tous qui sommes là aurons les skills dont on aura besoin. Donc ce n'est pas un dispositif homogène, voilà, c'est un dispositif qui s'adapte. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci. Merci beaucoup.